e-gouvernement et services publics, accélérer la transformation numérique des administrations. Donc tout de suite modéré par Mohamed Aden Tojet, qui doit être quelque part ici. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vu, je suis content de le retrouver. Alors, vous avez initialement 30 minutes. La bonne nouvelle, c'est que vous en avez 32. Je vous donne avec 2 minutes d'avance, même si on avait perdu un petit peu de temps. Donc, j'ai essayé de rattraper le temps. Donc, je vous aide à appeler vos intervenants. Donc, Michel Malmodé, directeur général d'Inagora. Carole Jarbati, directeur de recherche Sirène Associates, c'est Nouvelle du Liban. Sana Aboueli, donc directrice générale des services d'écologie de la communication, Inès Gam, directrice des alliances et affaires internationales, Neolec. Voilà. Et puis, Mohamed Ben Tojet, on a vraiment envie de vous avoir sur scène. On se saluera ultérieurement, tout le monde. J'ai pas encore bonjour. Voilà. Alors, Michel-Marie Maudet, Carole Jarbati, Sana Aboueli, Inès Gam. C'est bon? C'est bon, là c'est bon. Donc, j'aurai Inès Gam, Carole Jarbati, Sana Aboueli et Carole Jarbati. C'est bien ça. J'ai tout le monde. S'il vous plaît, juste rappel à tout le monde que les panels qu'ils soient prêts pour qu'on enchaîne rapidement. Voilà, on est sur des formats de 30 minutes. Heureusement, voilà. Donc on a 30 minutes, pas 30. Bonjour à toutes et à tous. Et donc effectivement, on va passer au panel sur e-gouvernement et services publics, qui portera beaucoup sur l'IA, puisqu'on est quand même au forum sur l'IA. Et donc, moi je suis Adnan Projet, j'ai un peu plus de 40 ans, je suis né en Belgique. J'ai vécu en Belgique, en Tunisie et en France. Je suis haut fonctionnaire en France et notablement, il y a quelques années, j'ai été conseiller numérique à la présidence de la République française et dans le service du Premier ministre, dans le cabinet du Premier ministre plus précisément. Les principaux enjeux de cette table ronde, dont l'intitulé n'est pas forcément en mesure de traduire ce dont on va parler, c'est en premier lieu de démontrer par l'exemple la valeur et le potentiel de l'IA dans le service public. En deuxième lieu, d'identifier les principaux défis, risques, leviers et les priorités pour développer et déployer une stratégie d'IA dans le secteur public. Et en troisième lieu, de mettre un petit coup d'éclairage, un petit coup de projecteur sur une problématique qui est vraiment d'actualité dans un monde de plus en plus polarisé. C'est la question de la souveraineté technologique, la souveraineté numérique. Alors, pour éclairer toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce panel 4 experts. Je remercie les organisateurs qui nous ont permis d'avoir un panel presque paritaire sur des sujets technologiques et numériques. C'est à noter, c'est notable, et merci à nos invités et eux d'être présents aussi. Merci Michel d'être présent. Et donc, nous avons autour de la table Carole Jarbati, qui est, alors je reprends mes notes les plus à jour pour ne pas faire de bêtises, qui est professeure de sciences politiques et entrepreneur au Liban, experte en transformation numérique des organisations publiques, cofondatrice de Sirène Associates, dans le cadre duquel elle pilote des projets complexes de modernisation de l'État qui couplent la data, l'IA et la gouvernance numérique. Donc on est vraiment au cœur de notre sujet de ce matin. Et puis on est aussi au cœur du sujet avec Sana Hawari, qui est la directrice générale des technologies et de l'information en Tunisie et qui pilote la transformation, la modernisation de l'action publique, de l'administration publique tunisienne par le numérique et l'IA. Donc c'est un des gros chantiers, et en particulier sur les services aux citoyens. Nous avons Michel-Marie Maudet, qui est cofondateur de l'Inagora, avec Alexandre Zapolski, que certains d'entre vous connaissent sans doute, et qui en est le COO, et qui est expert du logiciel libre et open source, et de la souveraineté numérique, dont on reparlera tout à l'heure. Et il accompagne au quotidien des États, des entreprises, vers des alternatives aux géants du numérique, qui posent parfois des problématiques de souveraineté, justement. Et nous avons le plaisir d'avoir Inès Gam, qui est directrice au sein de Neoledge, qui a un stand dans le forum, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, et qui est notamment spécialiste d'enjeux comme l'IA responsable et éthique au sein du service public, de l'administration, et puis la souveraineté technologique appliquée au traitement documentaire et à la conformité. Et puis elle a à cœur de jouer le rôle de passeur pour traduire l'innovation en pratiques concrètes dans les administrations, dans les services publics.
On va rentrer dans le vif du sujet avec un premier axe de démonstration par l'exemple de ce qui se fait déjà en matière d'intelligence artificielle. Parce que quand on investit dans les technologies, la question qui revient tout le temps, c'est le retour sur investissement. Quand est-ce que ça va avoir de la valeur pour les utilisateurs, pour les citoyens, pour les entreprises? Et dans le secteur privé, c'est facile. On modélise un retour sur investissement et on sait s'il faut investir. Dans le secteur public, c'est plus compliqué. On travaille pour l'intérêt général. Comment est-ce qu'on valorise, comment est-ce qu'on quantifie ce qui est apporté par les nouvelles technologies? Et donc, on va s'intéresser à la réalité de ce que l'on peut observer. Et je vais commencer par vous, Carole. Alors, je vous laisse prendre un micro. En 3 minutes, est-ce que vous pourriez, pour nous aider à y voir plus clair, nous donner un exemple peut-être que vous avez observé dans le secteur public libanais et les résultats que vous avez obtenus? Et si le micro ne passe pas, je vous passe le mien en attendant. Voilà. Oui, donc merci pour l'introduction et ce panel. Je voulais partager quelques petites expériences, en fait, dans un petit pays qui est le Liban, qui, malgré des crises successives, s'est engagé dans des implémentations où l'IA a été mise au service public et de l'État, et à plusieurs niveaux. Je vais donner quelques exemples dans différents secteurs. Un des secteurs où on a utilisé l'IA récemment, c'est dans l'environnement. On a utilisé l'IA pour faire du mapping des carrières, pour pouvoir déterminer leur grandeur et leur profondeur et le niveau de dommages à l'environnement par ces carrières, pour pouvoir les pénaliser dans le cas où elles n'ont pas de permis par rapport à leurs activités. Et là, l'IA est utilisée pour constamment monitorer ces carrières, monitorer leur développement, leur croissance. Et ça, c'est énorme, parce que 1500 carrières, les surveiller physiquement par des missions de terrain, c'est énorme. Là, on appuie le bouton, en quelques minutes, on a les résultats et les indicateurs. Voici un premier exemple qui a été fait récemment. Un deuxième exemple, au niveau de la protection sociale, les transferts en cash de la Banque mondiale à 200 000 foyers pour les familles en extrême pauvreté ont été faits dans le cadre d'un filtrage fait par l'IA. L'IA détermine à travers les données qu'il a sur les caractéristiques socio-économiques des ménages, quel est leur degré de consommation. Il prédit leur consommation. S'ils sont en dessous de $90 le mois, ils sont qualifiés pour le cash transfer mensuel qui vient de manière automatisée les servir. Donc voilà de bons exemples. Un troisième exemple, au niveau des élections, on a construit un système qui a permis au ministère de l'Intérieur de surveiller de manière continue tous les médias, les télévisions, les radios et la presse sur les différents incidents qui ont été reportés le jour des élections, des journées électorales, et de les envoyer à la salle d'opération pour pouvoir réagir à ces incidents. Un quatrième exemple, au niveau de la désinformation, là, il y a des produits. La désinformation ne peut être combattue qu'à travers des outils assez forts, comme l'intelligence artificielle. Donc, il y a un scanning des informations et une analyse qui permet aux personnes en charge de la communication des institutions de mettre en place une stratégie de communication qui permet de contrer une désinformation massive sur les politiques publiques, les décisions, etc. Même dans le secteur de sécurité, un pays comme le Liban où les institutions de sécurité sont petites et à leur tout début, on a réussi à mettre l'IA au service de l'analyse des mémos, des données, des communications internes qui permet aux officiers, en quelques fractions de secondes, de résumer, détecter les informations, résumer les rapports et les briefings sur tout l'État au sujet de questions sensibles pour pouvoir prendre des décisions, parfois faire des rapports et envoyer des données quantitatives assez précises au gouvernement. Voilà quelques exemples. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole. On voit bien qu'il y a des applications donc, dans le champ politique, dans le champ démocratique, environnemental, social et même de la sécurité. Donc ça donne beaucoup d'idées et je sais qu'au sein du gouvernement tunisien, au sein de l'État, vous avez effectivement beaucoup d'idées. Sana, est-ce que vous pourriez nous dire les autres potentialités ou les potentialités complémentaires que vous voyez dans le cadre de la modernisation de l'État tunisien? Et là aussi, vous avez 3 minutes.
Ok, merci. Donc en fait, la transformation numérique en Tunisie, donc c'est une priorité nationale. Donc les enjeux sont développer les services publics, les rendre plus efficaces, accessibles et inclusifs. Et c'est dans ce cadre-là que vient l'IA, qui n'est pas seulement une innovation technologique, mais réellement un levier de transformation de l'État et de sa relation avec les citoyens. Dans ce cadre-là, donc, il y a des opportunités de l'IA dans le développement et la modernisation de ces services publics pour développer l'innovation, pour renforcer la compétitivité économique. Donc l'IA, on va la retrouver dans tous les secteurs. Vous avez tout à l'heure vu l'IA dans le secteur de santé, on a l'IA dans le secteur de l'éducation, donc on a un système qui est en cours de mise en place, un système d'apprentissage qui va utiliser l'IA pour avoir des cursus adaptés aux besoins de l'élève. Aussi au niveau des services publics, donc on est en train d'intégrer cette IA avec différents niveaux. Donc, en Tunisie, on a réussi à mettre en place l'infrastructure, la connectivité, on a mis en place donc, les leviers de la transformation digitale, on a aujourd'hui des services digitalisés et on est en train d'évoluer ces services-là. Donc, on a commencé par les services publics basiques et maintenant, on est en train de développer davantage ces services pour les rendre plus inclusifs. Par exemple, on commence par un agent IA qui va faciliter la recherche aux citoyens pour se retrouver dans nombreuses procédures administratives et complexes et pour lui orienter vers la procédure qui répond à son besoin et la plus adaptée à lui. C'est ce qu'on est en train de développer au niveau du portail national des services administratifs Khadamet. Donc, on est en train de mettre un agent qui va simplifier la vie aux citoyens. Il va lui permettre de se retrouver dans ce portail, de retrouver la procédure la plus adaptée à son besoin. Aussi, un deuxième niveau d'agent IA qui sera intégré dans ce portail, c'est il va donc automatiser les process, il va accélérer le traitement des procédures administratives en intégrant donc le traitement des documents qui sont fournis par le citoyen en ligne, donc pour rapidement traiter ce dossier et rendre ces services traités rapidement. Aussi, on retrouve on utilise l'IA même dans la partie prévisible. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de mettre en place des dashboards dans différents niveaux. Donc, des dashboards pour le suivi des projets publics, des dashboards pour le suivi de l'eau avec le ministère de l'Agriculture. Et étant donné qu'on a mis en place cette solution, on est en train d'intégrer l'IA pour exploiter la data qu'on a, les statistiques qu'on a, et ce dashboard, pour travailler davantage sur tout ce qui est prédiction, tout ce qui est prévision pour ces domaines-là. Et donc, il y a pas mal de cas d'usage, mais juste, je vais m'arrêter à c'est les plus importants. Merci beaucoup, Sana. Merci beaucoup. On voit bien qu'il y a une très grande ambition. Et la promesse est extrêmement séduisante. Maintenant, est-ce que cette promesse, elle peut être tenue, Inès? Est-ce que dans votre expérience, vous voyez des métiers qui sont prêts à se saisir de ces technologies? Est-ce que vous voyez des services numériques qui sont prêts à les appuyer? Quels sont les usages qui ont le plus de chances d'arriver rapidement pour les citoyens? Et comment est-ce que ça se met au service de l'accélération? Ok. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Je vais compléter avec des cas d'usage en tant que partenaire stratégique de la souveraineté numérique et éditeur technologique qui est engagé auprès des gouvernements, des structures administratives et également des structures privées. Donc oui, le métier est prêt parce que nous lui donnons les moyens pour le faire et pour répondre à leurs besoins. Et pour concrétiser cette ambition, donc on a Aelise, qui est une série de services d'intelligence artificielle intégrés au niveau de la solution Elise, qui permettent de répondre à plusieurs axes. Je vais reprendre quelques axes et puis je vais vous donner l'exemple comment on les a déployés. Donc d'abord, tout ce qui est numérisation intelligente pour pouvoir capturer à partir de plusieurs canaux les documents. Ça nous permet également d'auto-indexer le contenu et d'auto-distribuer vers vos services. Et à partir de là, on peut également auto-séparer tout ça avec de l'intelligence
qui est faite par des algorithmes propres à Knowledge. Donc là, c'est par rapport à la question de souveraineté. Après, il y a tout ce qui est analyse et processus documentaires qui sont automatisés, où on permet une capture de l'ensemble du contenu en proposant un dossier 360 degrés qui permet un contrôle et un suivi de la capture jusqu'à l'archivage. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va au-delà de l'analyse des documents non structurés, qui nous permettent derrière d'avoir la supervision, par exemple, pour la satisfaction d'un citoyen, la supervision des relations inter- et intra-administration, et d'avoir des informations qui ne sont pas, que nous n'avons pas habituellement avec les données structurées. Ce qui nous intéresse également derrière ça, c'est l'assistant interactif. Et à part cet assistant, il va nous permettre d'appliquer des requêtes, des prompts sur un document ou un dossier, et de nous permettre derrière de faire des résumés, d'appliquer de contenu sur de l'entrant et du sortant en plusieurs langues, etc. Concrètement, comment ça se passe? On a déployé ça en France et en Tunisie. D'ailleurs, je vais reprendre l'exemple de Tunisie puisque c'est la terre d'accueil pour ce forum. Donc, on a commencé par un projet pilote de 5 ministères et ça a été généralisé ensuite pour l'ensemble des ministères. Et en fait, on propose le cas d'usage, c'est government to government dans un premier temps, où on a un cloud souverain labellisé, où on assure l'ensemble des transactions de l'ensemble des documents à travers la plateforme d'échange documentaire de Knowledge. On a aussi des cas d'usage concernant le government to citizen, où on a la gestion de candidature qui est optimisée, qui est gérée, qui a permis de gagner beaucoup de temps. On a aussi par rapport à des transcriptions pour assurer des autorisations, tout ce qui est aérien, transfert terrestre, etc. Plein d'autres exemples où on a pu assister tout ce qui est judiciaire entre les tribunaux et les avocats pour définir, par exemple, des PV en temps réel, en optimisant l'ensemble des processus, en vérifiant les dossiers, en assurant l'intégrité des documents, etc. Puis, j'ai des exemples sur des ressources humaines et la liste est très longue, je vais m'arrêter sur ça. Donc oui, effectivement, on est prêt et l'IA, elle a un grand apport par rapport à ça. Merci beaucoup Inès. Donc on voit, il y a de la potentialité, il y a une promesse, il y a un écosystème qui se développe pour tenir cette promesse. On en vient au deuxième axe de cette conversation. Il y a un grand cabinet réputé de conseil en stratégie qui explique à ses clients qu'une bonne stratégie IA, c'est une stratégie qui comporte des efforts à 10% sur les algorithmes, à 20% sur les données et en réalité à 70% sur l'humain. Et qui dit humain dit défi, peut-être frein, parfois risque, évidemment opportunité. Et donc c'est l'objet de cette deuxième partie de discussion. Je me tourne à nouveau vers Carole. Est-ce que vous pouvez nous partager des défis de mise en œuvre, des défis que vous avez rencontrés dans l'adoption des technologies d'IA et comment est-ce qu'on arrive à assurer une capacité d'exécution qui passe de l'idée au service effectivement rendu? En effet, les défis sont multiples. Un premier défi, c'est que généralement, il faut produire rapidement et délivrer et déployer rapidement parce que sous la durée, les choses changent. Et quand on veut produire rapidement, il faut aller converger assez vite. Mais pour faire cela, il faut qu'il y ait une stratégie de changement, qu'il y ait un appétit pour l'adoption dans l'institution et qu'il y ait à l'intérieur de l'institution un soutien dans le changement, dans la conception et l'exécution de la solution. Donc ici, c'est toute la dimension conseil qui est extrêmement importante et qu'elle vient s'ajouter à la dimension ingénierie. Les ingénieurs seuls ne sont pas capables de construire des systèmes s'ils n'ont pas autour d'eux des experts dans la matière, dans le domaine, qui apportent le conseil, qui permettent de construire les solutions qu'il faut pour régler les problèmes qui sont posés et penser à la théorie du changement derrière ces solutions, comment les déployer, comment faciliter leur adoption. Maintenant, il y a d'autres challenges aussi. Il y a le challenge politique, n'est-ce pas, dans les institutions publiques. Parfois, déployer des solutions, de l'IA, etc., ça va changer la façon de faire, introduire parfois de la transparence et parfois challenger tout ce qui est corruption, tout ce qui est arbitraire et tout ce qui est clientélisme. Et il va y avoir parfois des blocages, parfois des résistances.
Donc là, il faut réfléchir constructivement pour faire trouver le moyen pour que tous les acteurs y trouvent leur compte dans cette construction des solutions qui sont finalement institutionnelles et qui va leur faciliter leur opération et leur travail. Ici, c'est encore une fois une réflexion conseil et une théorie du changement, mais il faut être assez fin pour prendre en considération tous les acteurs, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et pourraient résister au changement. Un troisième défi, c'est les data. Évidemment, sans data, on ne peut pas faire de l'IA, on ne peut pas faire de la tech, donc il faut qu'il y ait des data, il faut qu'il y ait des data précises, correctes, bien collectées, et il faut qu'il y ait une interopérabilité dans les data. Donc là aussi, le défi, c'est de trouver un moyen qu'il n'y ait pas de silo de données, qu'il n'y ait pas de résistance pour partager des données, que la collecte de données soit seamless, qu'elle soit facile et instantanée pour permettre aux outils technologiques digitaux et à l'IA de fonctionner correctement et efficacement. Allô? Oui, merci. Merci beaucoup, Carole. Michel-Marie, je me tourne vers vous. L'Inagora est connue pour sa grande expérience de déploiement de solutions technologiques dans des univers qui sont complexes, à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue technique et d'un point de vue humain. Pour vous, c'est quoi le risque principal que l'on peut rencontrer dans la mise en œuvre d'une IA et sur lequel vos clients attirent votre attention? Et comment est-ce que vous surmontez ces risques? Alors, pour le temps, je vais être obligé parce qu'on a vu les cas d'usage font appel à différentes formes d'IA. Et la question qui est posée sur les risques, elle se pose sur l'IA générative, puisque ça fait plusieurs décennies qu'on fait de l'IA prédictive, comme ça a été certainement au cœur des projets qui ont été cités. Et cela, en fait, finalement, s'est jamais posé trop la question, finalement, des risques, et ainsi de suite. Par contre, avec l'IA générative, aujourd'hui, il y a, pour moi, un vrai risque de création d'une dépendance qu'on peut considérer et qualifier d'irréversible. Je m'explique. Aujourd'hui, on le voit bien, ça a été rappelé par Carole, donc il y a une volonté d'aller vite, d'adopter et de mettre en œuvre ces technologies. Et il y a un raccourci qui serait en fait d'utiliser les grandes plateformes américaines, les grandes plateformes chinoises qui développent en fait ces modèles, puisque pratiquement on peut y accéder en quelques clics. Mais tout ça a un prix sur, bien sûr, la collecte des données, comme ça a été rappelé, et puis bien sûr, en fait, des enjeux de sécurité. Donc, pour moi, sur l'IA générative, le vrai risque aujourd'hui, c'est d'aller trop vite. J'appelle, moi, tout le monde à prendre le temps de bien réanalyser et de bien faire, en fait, des analyses de sécurité sur le choix des technologies, parce que si le choix est simple, c'est qu'il y a une contrepartie. Et on voit qu'il y a des initiatives aujourd'hui, et vous savez très bien par ailleurs que ces modèles, ils vous imposent finalement d'utiliser des plateformes qui ne sont pas en fait basées sur nos territoires. Et par ailleurs, ces modèles, ils sont entraînés sur des données qui ne sont pas les nôtres. Ils visent à une certaine forme de globalisation de la culture, alors qu'on a rappelé ce matin, le ministre et les autres intervenants ont rappelé qu'une des forces de notre forum ici, de la Méditerranée, c'est notre diversité, c'est notre pluralité. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on développe. Et donc, sur les choix, ce qu'il faut surtout réussir à mitiger comme risque, c'est le choix de la facilité. Et donc, le choix, en fait, d'avoir une autonomie stratégique dans le long terme, ça nécessite, de la réflexion, de l'audace, et effectivement de prendre un peu de temps. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des initiatives en Europe, ici aussi en Tunisie, nous on en porte certaines, et c'est quand même assez incroyable de souligner qu'aujourd'hui, il y a un modèle comme l'ABES qui a été entraîné ici en Tunisie, avec des ingénieurs et des données en fait en Tunisie. La seule chose, c'est que la force GPU, la force de calcul, on a été la chercher en France, mais demain, elle sera présente ici. Et donc d'avoir des modèles qui sont capables de traiter l'arabe dialectal de Tunisie pour faire la transcription de la voix en texte et du texte au texte. Et c'est ça, en fait, le bon choix. Et il faut soutenir, donc il y a des coopérations qui sont lancées par le ministre et qui est soutenue par l'ambassadrice. Et c'est ça qu'il faut, en fait, développer. Pas choisir le chemin de la facilité, choisir le chemin, en fait, d'une vision à plus long terme, mais qui nous permettra, en fait, de se garantir
de toutes ces problématiques de souveraineté qu'on abordera un peu plus tard. Merci beaucoup. Effectivement, ce n'est pas évident de concilier la vitesse d'exécution et le temps nécessaire pour la réflexion et prendre la bonne décision. Inès, je sais que vous êtes très attachée à ce qu'on perçoive aussi l'IA comme une opportunité et pas seulement des risques, des freins, des limites. En 2-3 minutes, est-ce que vous pourriez nous partager un ou deux facteurs clés de succès de mise en œuvre et par ailleurs un aspect à traiter en priorité au-delà de ce que les uns et les autres ont déjà présenté? Je pense que c'est très important, les standards, et de normaliser. Ça, c'est un premier point, et d'avoir des API sécurisés. Ça permet l'échange en quelque sorte. Tout ce qui est infrastructure aussi, donc mutualiser en quelque sorte, harmoniser les infrastructures et consolider tout ce qui est infrastructure souveraine. C'est un point qui joue énormément. Après, tout ce qui est réglementation et le fait de collaborer l'ensemble des équipes avec la conduite de changement qui va de la couche stratégique vers la tactique, vers l'opérationnel. Par contre, je vais rebondir sur un point qui est très important qu'avait cité Michel Marie. Certes, on a des problématiques de données, mais il y a des collaborations avec l'université, entre autres. On a des chercheurs dans le monde qui sont très intéressants. Et récemment, il y a 2 semaines, ils nous ont sorti l'Agentech Context Engineering. Et là, ça va être un apprentissage. Ça ne sera plus des modèles sur les masses de données, mais sur le contexte. Et on va en gagner beaucoup, énormément, en termes de souveraineté et de coûts. Donc, je vais m'arrêter là pour ça. J'étais rapide. Merci beaucoup Inès. On en arrive au troisième et dernier axe de cette discussion avec un petit focus sur la souveraineté. Il y a quelques années, quand je travaillais à l'Élysée, un de mes dossiers phares et les plus sensibles et les plus complexes, ça a été de gérer cette notion qu'on appelle de cloud souverain. Qu'est-ce que c'est qu'un cloud souverain? Qu'est-ce que c'est qu'un cloud de confiance? Comment est-ce qu'on permet aux administrations d'accéder aux innovations les plus avancées tout en protégeant les données sensibles des citoyens, des entreprises et des administrations? Et cette question de la souveraineté, elle s'est installée, invitée, imposée désormais dans le débat public. Et je voulais vous demander, Michel Marie et puis nos autres intervenants, ce à quoi il faut faire attention quand on veut déployer des infrastructures de confiance pour une IA publique. Est-ce qu'on peut être souverain sur toute la pile technologique? Et puis si vous pouvez nous donner votre définition de la souveraineté, je pense que ce sera utile pour la discussion. Alors vous n'aurez que 3 minutes pour tout ça. Alors effectivement, je pense que c'est important de donner sa propre définition de la souveraineté. Pour moi, la souveraineté, pour essayer de le faire le plus simple possible, c'est d'avoir une capacité et une liberté de choix. Donc ça paraît être du bon sens, mais quand on est aussi sur le champ de l'IA générative, aujourd'hui, c'est pas si simple d'avoir une liberté de choix sur l'ensemble de cet écosystème. Donc je partage l'optimisme en fait qui a été partagé tout à l'heure par Karim sur les infrastructures. Je pense que ça, on va réussir à lever assez simplement donc sur l'énergie. Là où aujourd'hui on est très dépendant de technologies qui sont monopolistiques, c'est sur les fameuses cartes GPU, donc ces fameux processeurs, où aujourd'hui c'est partagé malheureusement entre les États-Unis et les Chinois, mais on surveille avec beaucoup d'attention les initiatives portées en Europe, Cyper entre autres, et d'autres fournisseurs, qui construisent en fait des puces qui vont nous permettre demain d'entraîner sur d'autres types d'architectures, et ça je pense que c'est important. En attendant, ce que nous on a essayé en fait de pousser comme approche, c'est de dire si on veut, on ne peut pas rentrer dans le course au gigantisme avec les Chinois et les Américains, c'est impossible. Donc il faut procéder différemment. Donc globalement, par exemple, on peut faire des tout petits modèles, des modèles beaucoup plus spécialisés, des modèles beaucoup plus adaptés et personnalisés à la fois au cas d'usage ou tenant compte des contextes spécifiques d'un pays, d'un territoire. Et donc ça a été en fait un des objets sur lesquels nous avons travaillé. Et pourquoi on fait des petits modèles? C'est que ces petits modèles, en fait, on est capable de justement les entraîner sur les infrastructures plus contraintes et surtout de les exécuter aussi sur des machines qui sont beaucoup plus accessibles à tout le monde, y compris même sans carte GPU. Certains de nos modèles, en fait, aujourd'hui, n'ont pas besoin de carte GPU pour pouvoir fonctionner. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour terminer, puisque effectivement le sujet est vaste, il me semble, moi, important de rappeler qu'une liberté
ça passera effectivement par la standardisation, je rejoins, et puis l'adoption en fait d'une approche ouverte, puisque quand on veut des IA, ça a été rappelé en introduction ce matin, éthique, responsable, universelle, au service en fait des citoyens. Je crois que la notion de transparence et d'ouverture, et donc j'ai osé le terme, de l'open source, je prêche aussi pour ma paroisse, mais je pense qu'elle est en fait importante ici de rappeler, c'est que il n'existerait pas en fait l'innovation qu'on constate aujourd'hui dans le domaine de l'open source, de l'IA générative, si on n'utilisait pas l'open source. Tout le monde aujourd'hui fait de l'open source, que ce soit les Chinois, les Américains, et aussi en fait les acteurs européens comme Mistral ou comme nous faisons en fait à l'Inagora. Donc garder cette capacité de choix, des petits modèles open source qui permettront effectivement de se dégager de plus en plus de ces dépendances aujourd'hui qui sont trop importantes dans cet écosystème. Merci beaucoup. On va faire un zoom avec Sana sur une problématique qui est celle du cloud, justement, du cloud souverain dont on a besoin pour pouvoir faire tourner des modèles qui seraient maîtrisés et pour pouvoir rendre des services qui ne mettent pas en difficulté les données. Est-ce que vous pourriez, alors, en 1 ou 2 minutes, c'est un grand défi, mais au moins nous donner les grandes lignes de la stratégie de cloud que l'État tunisien a mis en œuvre? Ok. Donc, rapidement, donc, en Tunisie, on a pris le choix de. Comme tous les pays, donc la souveraineté de l'État, elle s'impose par une souveraineté de numérique. Et c'est pour cela qu'on a mis une politique de cloud computing, donc le cloud first, qui repose sur la notion d'avoir la classification des prestataires de services cloud. En créant un label, un système de labellisation, label cloud gouvernemental G-Cloud, le label cloud national N-Cloud, et un ensemble de règles de l'hébergement et l'utilisation de ces différents types de cloud. Donc, le choix, c'est pour toutes les données sensibles, elles doivent être hébergées dans des clouds privés ou des clouds gouvernementaux. Pour tout ce qui est applications transverses, donc J2J, ça pourra être hébergé dans des clouds gouvernementaux ou des clouds nationaux. Pour tout ce qui est cloud, donc pour tout ce qui est applicatif, et lorsque je parle d'applicatif, donc ça suppose les données liées à ces applicatifs-là. Donc lorsqu'on parle d'applications orientées J2B et J2C, donc on ne peut utiliser que le N-Cloud, donc les infrastructures labellisées N-Cloud. Et pour d'autres, donc le 4e niveau, c'est le hors stratégique. Donc si une administration, si un organisme public utilise des applicatifs qui ne sont pas au cœur de sa mission principale, donc il a la liberté de l'héberger ailleurs. Et cette stratégie, cette politique cloud first, elle nous a donc permis de miser sur l'infrastructure. Donc actuellement, le fait d'organiser et d'imposer ces règles-là, ça nous a permis donc de créer donc une infrastructure plus développée. Donc on a mis en place donc, des clouds donc, souverains avec des capacités de calcul très puissantes, donc une puissance de calcul importante. Et ça nous a permis donc, de protéger les data et d'avoir ces data, donc on sait où ils sont hébergés, ils sont sécurisés. La qualité de l'infrastructure et de l'hébergement, elle est donc assurée. Et ça va donc, faciliter la tâche pour l'IA. Mais bien sûr, il faut, comme disait, donc il n'y a pas une souveraineté absolue, donc il y a toujours des opportunités à exploiter pour développer et pour bénéficier de ce que donne l'IA pour le développement et pour la transformation numérique d'un pays.
Merci beaucoup. Et effectivement, quand on parle de souveraineté, il y a la capacité à faire par soi-même avec des technologies qui seraient développées par soi-même, mais il y a aussi la capacité à construire des alliances, des partenariats avec des acteurs qui sont dignes de confiance dans la durée. Et je me tourne vers Inès. Quelle est la place justement pour cette coopération, cette innovation partenariale, et notamment dans l'espace méditerranéen qui nous intéresse ce matin? Ok. Je pense que tout est question de people d'abord. On a la technologie, c'est un moyen, mais la collaboration est le levier de réussite pour assurer une IA souveraine, éthique, durable et surtout inclusive. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été très intéressants cités ce matin, sur notre façon de travailler ensemble, co-construire, collaborer ensemble, c'est très important. Je pense que le premier point que je vais citer, c'est le partenariat public, privé et université, donc recherche. Donc, on va tous en prendre ensemble avec les compétences locales, en développant les skills nécessaires en quelque sorte. Et d'un point de vue technologique, j'en parlerai par rapport à mon rôle, c'est très important de savoir s'associer aux bons partenaires qui ont les compétences et l'expertise dans le domaine, mais qui ont aussi des solutions propriétaires, qui ont une roadmap riche, qui évolue dans le temps et qui vous laisse l'autonomie et qui assure votre souveraineté. Donc, c'est très important de faire des choix stratégiques dans ce sens-là. Après, c'est tout ce qui est développement des compétences locales, et je pense que la Méditerranée est très riche de ces compétences, et on est en train de fournir des ingénieurs et d'experts au monde entier. Donc, c'est très important de capitaliser sur ça et d'avancer dans ce sens. Un autre point qui est important dans ce contexte, c'est la confiance. La confiance est très importante et elle l'est davantage dans un contexte de souveraineté numérique. Donc, il faudrait s'assurer sur tout ce qui est sécurité des données, des documents qui circulent, sur la plateforme d'échange qu'on utilise pour faire ça, et d'assurer une traçabilité et l'audit pour avoir une IA vérifiable en quelque sorte. Merci beaucoup. On se rend compte que dans la discussion sur la souveraineté, il y a des très fortes tensions aujourd'hui au niveau géopolitique. On voit même une guerre commerciale entre, d'une part, les États-Unis et d'autre part la Chine. Les États-Unis produisent des GPU, mais la Chine est le premier producteur, exportateur de matières premières critiques pour la fabrication de ces GPU. Et donc, même ces superpuissances ont du mal à être souveraines à 100% sur toute leur pile technologique. Maintenant, quand on se place à l'échelle méditerranéenne, on pourrait se dire que si eux ne peuvent pas être souverains, nous, on ne peut pas l'être. Et pourtant, il y a des opportunités. Carole, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'actions pour nos États du pourtour méditerranéen, y compris d'un point de vue partenarial et technologique? Voilà. Donc, je vais un peu revenir à ce que Michel était en train de dire au niveau des petits modèles. Il y a l'IA périphérique, l'EdgeIA, qui est un énorme potentiel pour nous, dans lequel on pourrait s'investir et qu'on peut exploiter, parce que là, ce sont des petits modèles qui restent sur les mobiles, sur les téléphones, sur les clients, sur les petites machines, et qui, eux, ont une capacité de processing qui sont aussi efficaces que les grands IA qui sont dans les big tech, etc. Donc, je pense qu'investir dans le Edge AI, dans l'IA périphérique, est extrêmement intéressant. Et là, il y a toute la réflexion de la décentralisation et l'apprentissage orchestré. Donc, il y a une orchestration de tous ces petits IA, de ces Edge IA, qui permet de créer un genre de puissance fédérée entre eux, qui permet de créer une capacité de processing assez importante. Donc l'investissement dans ce secteur-là est extrêmement prometteur dans nos pays et a beaucoup de potentiel. Et c'est une très forte solution qui nous permet d'être autonome, d'être résilient. On ne dépend plus du cloud ou de l'Internet ou autre, et de garder toute la privacy, toute la confidentialité et garder les données là où elles devraient rester. Donc le potentiel est extrêmement grand. Et il y a
Un dernier point aussi, c'est qu'au-delà de l'EGA et de des solutions des modèles, il y a aussi la conception des solutions, l'ingénierie des solutions elles-mêmes, qui aujourd'hui est à ses tout débuts. Il y a des millions de façons de rendre cette ingénierie intelligente en combinant le déterminisme et l'autonome ensemble pour qu'on n'ait pas beaucoup besoin de ressources et de GPU. Quand on va vers l'agent autonome à fond, l'utilisation de ressources est très lourde, mais quand on commence à le combiner intelligemment avec du déterminisme dans l'informatique, ça peut devenir extrêmement efficace aussi. Merci beaucoup. Je vais conclure en 20 secondes puisque le temps imparti est terminé, en remerciant nos panélistes, en citant juste 3 actions qui pourraient permettre de prolonger notre discussion. Donc, une première action qu'on a identifiée ensemble, c'est de mettre en place, d'instituer un réseau méditerranéen des référents d'IA publics pour capitaliser sur les bonnes pratiques et les diffuser. Deuxièmement, de développer une cartographie partagée des risques et des garde-fous sur l'IA. Et troisièmement, de travailler sur le socle technologique commun méditerranéen avec une cartographie des briques fondamentales et puis commencer à développer ces briques fondamentales au-delà de tous les atouts que nous avons en méditerranéen d'un point de vue énergétique, etc., etc. Donc merci beaucoup, merci à notre public qui nous a écoutés et bonne suite des forums.